Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence à ce premier rendez-vous Shine Bright. Donc, on inaugure ce nouveau modèle. On est vraiment ravis de vous retrouver. Donc, moi, je suis Marie-Lucas, je suis la directrice éditoriale des langues vivantes chez Nathan et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire en présence de deux auteurs de la collection, Catherine Baudry et Joanne Joliet. Alors, avant qu'on commence et pour laisser aussi le temps aux participants de se connecter, je vais vous donner quelques informations générales. Tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter notre équipe via l'onglet questions que vous avez sur l'interface à votre disposition et ils essaieront de vous aider. Le webinaire va durer une trentaine de minutes, suivi d'une dizaine de minutes pour les questions. Donc, vous pouvez nous adresser ces questions toujours via cet onglet dont je vous parlais à l'instant à l'écrit et on y répondra soit à l'écrit, soit à l'oral en fin de webinaire. Pour les personnes qui seraient connectées en audio seul, il faut savoir qu'il y a une présentation là qui est diffusée à l'écran. Mais si vous ne pouvez pas avoir l'image, ce n'est pas grave. Sachez qu'on vous enverra le replay du webinaire par email dans les jours qui viennent. Et enfin, dernier point, dans l'interface à disposition, vous verrez un onglet intitulé Documents à distribuer, à télécharger, pardon, dans lequel vous trouverez les différents fichiers auxquels Catherine et Joanne vont faire référence dans leur présentation et donc vous pouvez les télécharger à tout moment. Voilà pour cette petite introduction. On va pouvoir commencer. Je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse maintenant la parole à Catherine et Joanne qui vont se présenter. Bonjour à tous, je suis Catherine Baudry, je suis professeure d'anglais et auteure chez Nathan. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joanne Joliet et je suis également professeur d'anglais et je suis auteur chez Nathan. Alors, pour commencer ce webinaire, on va parler organisation du temps. Joanne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les réflexions qu'on a eues sur l'organisation du temps en classe au troisième trimestre? Avec plaisir, oui, merci beaucoup Marie. Dans un premier temps, toutes les réflexions qu'on a eues avec Catherine sur le sujet de l'organisation du temps en classe au troisième trimestre et tout ce qui en découle, ça vient d'observations et qu'on a fait de nos propres expériences parce qu'on est nous-mêmes professeurs dans des lycées où on a eu des classes de spécialité en première et aussi en terminale. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux enjeux principaux. La première, c'est la continuité de l'enseignement auprès des élèves, donc par rapport au contenu, par rapport aux séquences du programme, et l'importance de continuer à travailler avec les élèves sur des séquences actionnelles. Donc, ça permettra aux élèves de continuer à avoir des contenus et à consolider leur niveau. Et ça va aussi leur permettre de développer des compétences qui seront nécessaires au post-bac. Donc là, on l'a dit, hein, l'autonomie, la capacité de recherche, l'esprit critique, la synthèse, mais aussi directement dans l'épreuve qui va arriver pour eux à la toute fin de l'année, c'est-à-dire le grand oral. On va préparer les élèves au grand oral dans le cadre de ce troisième trimestre. On ne fera pas que ça, mais il va falloir investir ce temps de présence en classe pour les élèves à cette préparation. Donc, comprendre ce que c'est que cet examen, faire en sorte qu'ils ne confondent pas en fait les enjeux et les formats de ce grand oral avec l'oral de spécialité et les amener à comprendre aussi ce qu'ils peuvent en tirer personnellement de cette épreuve, c'est-à-dire leur donner la possibilité à travers ces étapes de préparation d'acquérir de nouvelles compétences, notamment dans la recherche documentaire, le rapport à l'autonomie, etc. Voilà pour les enjeux. Ensuite, on a eu des idées générales d'approche qui peuvent se découler en 3 points principaux. Donc, dans un premier temps, l'importance de poursuivre le programme. Donc, on continue à explorer les axes du programme avec les thématiques du programme. On propose de nouvelles séquences et c'est pas impossible que des élèves se retrouvent dans des nouveaux sujets qui apparaissent au troisième trimestre et peuvent éventuellement les intégrer dans le cadre de leur préparation au grand oral. Même si c'est assez récent, ça peut être des contenus qui les intéressent. Il faut impérativement, en tout cas c'est ce qu'on pense, être capable de ménager un temps de travail spécifique au grand oral qui soit bien cadré,
Alors après, les spécificités vont dépendre de plein de choses, hein, les effectifs de groupe, le niveau général, etc. Mais être capable d'avoir un calendrier et de s'y tenir pour que on puisse distinguer les séances de préparation des séances d'exposition au nouveau contenu. Et enfin, proposer des tâches, des activités qui vont mobiliser les compétences utiles pour le grand oral et aussi qui vont permettre aux élèves de se projeter assez vite dans leur projet personnel, grâce notamment aux différents aspects que le grand oral va faire ressortir. Donc, on peut proposer des activités qui seront peut-être éminemment orales. Ça peut être par exemple des activités à présentation de type didactique, comme des exposés ou des interviews, parce que là, on va directement travailler l'interaction avec d'autres élèves et on peut éventuellement dire aux élèves qu'ils acquièrent des compétences pour l'interaction avec le jury, partir sur des débats argumentatifs, des conversations dans lesquelles il y a des partages de points de vue, des choses comme ça. Donc des activités concrètes qui sont actionnelles et dans lesquelles l'oral fait écho directement à ce que le grand oral en tant qu'examen demande comme compétence. Voilà. Ensuite, Merci, Johan. Ouais. Oui, je vous remercie et je voulais aussi vous interroger sur la notion de motivation parce que je sais que c'est un grand sujet sur le 3e trimestre ouais. et un sujet sur lequel on a échangé. Donc, comment effectivement faire pour motiver les élèves à venir en classe parce que l'absentéisme est quand même un gros sujet sur le 3e trimestre, en spécialité notamment. D'expérience, en fait, on le sait, depuis que la réforme existe, les élèves ont tendance certains élèves ont tendance à considérer ce 3e trimestre comme la fin de leur scolarité au lycée, ce qui est d'un point de vue temporel, ce qui n'est pas faux, mais du coup, ils ont tendance à avoir des problématiques d'absentéisme, même pour les bons élèves, parce que pour eux, il y a la pression des épreuves de spécialité qui est passée, ou il y en a certains qui préfèrent travailler à la maison leur grand oral tout seul. Après, leur dire qu'ils ont des obligations institutionnelles de présence, ne serait-ce que par rapport à l'examen du contrôle continu, c'est des choses qu'ils savent. Ça ne change pas qu'il y a cette réalité statistique. On a des élèves qui sont moins présents au 3e trimestre. Quels que soient les publics dans lesquels on travaille, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Donc, ce qu'on s'est dit avec Catherine, c'est qu'il faut essayer de leur donner envie de venir en leur parlant de choses qui seront concrètes pour eux et surtout qui vont avoir un impact réel sur le début de leur vie étudiante. Donc, par exemple, leur dire que ce qu'ils vont faire là au 3e trimestre, en tout cas les phases de préparation au grand oral, c'est déjà développer des compétences pour le supérieur. Donc, avec ce rapport à l'autonomie qui va être de plus en plus développé, la possibilité aussi pour eux d'avoir un suivi personnalisé de leur recherche avec un encadrement qui peut déjà poser les bases de l'autonomie de travail. Donc, on est vraiment dans la construction d'une transition vers le post-bac. On va mettre aussi en œuvre des activités qui peuvent éventuellement changer de ce qu'ils font d'ordinaire, parce que le but, c'est aussi d'être dans une opération de mise en valeur des compétences de l'oral. Donc, ça peut être, par exemple, des projectionnels qui vont être des tâches peut-être créatives, éventuellement théâtrales, surtout que ça permet de travailler la posture, la gestion du stress, etc. Ne pas oublier aussi le fait que le travail de groupe, c'est important pour eux, parce que c'est une phase de leur scolarité où ils peuvent éventuellement rentrer dans des dynamiques de stress qui ne sont pas toujours positives. Le fait de parler avec des camarades et le fait de garder un lien social, parce que s'ils ne viennent pas à l'école, ils s'isolent aussi, c'est pas une bonne chose. C'est important et ça peut être aussi des travaux de groupe qui vont mettre en exergue des comparaisons de projets, des conversations qui sont peut-être un peu moins scolaires avec l'enseignant, où là, on est vraiment dans le cadre d'un suivi personnalisé et ça leur fait du bien d'avoir un adulte qui leur dit voilà, ton projet, il est bien, il est cohérent, ou alors je vais t'aider si c'est compliqué pour toi. Donc, ce rapport à l'institution, il devient personnalisé et ça, c'est très important. Et la notion de personnalisation, on va vous en parler tout à l'heure,
Mais il ne faut pas qu'on oublie de dire aux élèves que le grand oral, c'est un projet personnalisé qui est encadré par l'institution dans le cadre des programmes. Mais il y a vraiment cette espèce de mélange entre l'école qui chapeaute la construction personnelle de l'élève. Voilà pourquoi c'est important de parler de ces motivations-là qui sont autres que institutionnelles, parce que ça, en général, ils sont très au fait. Petite chose aussi qui peut éventuellement leur donner une motivation supplémentaire, c'est que il y a l'existence d'une deuxième session de Parcoursup pour les élèves qui n'ont pas leur vœu dans un premier temps. Et ben, dans ce cas-là, les appréciations du troisième trimestre, notamment sur l'assiduité, sont très importantes. Donc ça aussi, ça peut être un levier important, mais surtout leur dire que ils sont là pour travailler dans un encadrement et que c'est des recherches qu'ils peuvent faire avec plaisir et avec une vraie curiosité intellectuelle s'ils sont bien encadrés. Et l'école, c'est l'endroit pour ça. Voilà. Super, merci beaucoup, Johan. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette présentation qui consiste à vous faire part de nos réflexions sur l'organisation de la préparation au grand oral. Donc là, je vais m'adresser à Catherine qui va essayer de nous expliquer un petit peu comment on peut procéder. Alors, comme vous l'aurez compris, le fil directeur pour lequel Johan et moi-même avons opté est la question suivante, la double question suivante, comment réussir à mobiliser et à responsabiliser les élèves, bien leur faire comprendre, contrairement à ce qu'un certain nombre d'entre eux pensent, leur faire comprendre que le grand oral est quelque chose qui se prépare et quelque chose qui peut être utile pour la suite des opérations, comme l'a expliqué Johan, est une première piste à nos yeux, notamment dans le climat actuel, car comme vous le savez sans doute, les tentations du moment sont grandes de ne pas préparer son grand oral soi-même. Vous avez par exemple un certain nombre d'anciens élèves qui proposent de donner ou de vendre leurs oraux à leurs camarades. Les élèves ont aussi à leur disposition des outils numériques sur Internet, et je cite bien entendu Chat GPT, le dernier en date, qui peut leur permettre de faire réaliser par un ordinateur l'intégralité de leur texte. Donc l'idée, ça va être de bien insister sur le fait que ce grand oral est un exercice de communication et qu'il s'agit avant toute chose d'un travail personnel. Je pense que c'est des choses que vous leur expliquez sans doute. Si vous n'êtes pas dupes, si nous ne sommes pas dupes, les membres du jury ne le seront pas non plus. Et en l'espace de 15 minutes d'interaction avec le jury, il n'est pas trop difficile de réussir à cerner la part de travail personnel de l'élève. Voilà, donc la première phase de préparation, en réalité, de ce grand oral, c'est en quelque sorte les oraux de spécialité que nos élèves sont en train de passer. Et Johan et moi, nous sommes dit que les faire travailler sur des comparaisons entre les attendus de leur oral de spécialité et de leur grand oral pouvait être un moyen efficace de leur faire prendre conscience des enjeux de ce grand oral. Alors, bien entendu, vous connaissez tous ici les différences entre les spécificités de ces deux examens. L'idée, c'est peut-être de soumettre un tableau tel que celui-ci aux élèves afin de leur faire expliciter ces différences et surtout de leur faire comprendre ce que ça veut dire en termes de mise en pratique, de rédaction de leur présentation et de présentation de cette orale. Alors, je vais juste revenir sur 3 points pour vous donner des exemples. Alors, tout d'abord, la question du support. Là, la différence est assez évidente entre les deux oraux. Dans le cadre du grand oral, les élèves disposent de 20 minutes pour préparer un support qu'ils soumettront au jury. Donc là, l'idée, c'est peut-être de faire réfléchir les élèves à ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de ces 20 minutes, c'est quel type de support ils peuvent proposer. Il existe une vidéo, Nathan, qui est en ligne et dont Marie vous a donné le lien dans les documents fournis, dans les documents joints. Et l'élève qui passe un oral de simulation dans le cadre de cette vidéo a préparé par exemple comme support une chronologie du point de civilisation qu'elle expose. Voilà. Alors il peut s'agir aussi du plan détaillé de leur travail, d'une liste des sources qu'ils vont utiliser, pourquoi pas également les citations auxquelles ils vont faire référence en anglais. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est celui du temps de parole, qui présente
un petit paradoxe puisque les élèves s'expriment pendant 5 minutes et que l'interaction avec les professeurs au final dure 15 minutes. Là, l'idée, c'est de faire comprendre aux élèves et de leur faire dire ce que signifie l'importance de cette interaction avec le jury. Cela signifie en réalité que même si on ne parle de son sujet que pendant 5 minutes, il faut absolument le maîtriser parfaitement, puisque le jury aura l'occasion, la possibilité de poser de nombreuses questions et de vérifier à la fois les motivations qui sont à l'origine de cet oral, mais aussi l'implication, l'investissement de l'élève dans la préparation de l'oral. Troisième point, à la différence du jury de l'oral de spécialité, ce jury-ci est composé de 2 enseignants, dont un enseignant non spécialiste. Ça, c'est un élément dont on pense qu'il faut que les élèves prennent bien conscience, parce que ça change un petit peu la donne dans la façon de présenter les choses. C'est un exercice de vulgarisation. Les élèves seront peut-être de ce fait un petit peu moins pointus et spécifiques dans leur présentation de 5 minutes. Et ça veut dire aussi, il faut qu'ils le comprennent et qu'ils l'expriment eux-mêmes, qu'au moment de l'interaction, le professeur non spécialiste est susceptible de leur poser des questions qui nécessiteront de développer certains points, de les expliquer, de donner des exemples, etc. Je reviendrai sur ces choses-là un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, alors, afin de gérer un petit peu, de vous proposer des solutions pour aménager les 8 ou 10 semaines qu'il reste jusqu'à la fin de l'année en fonction des jours fériés, etc. L'idée, c'était de vous présenter un petit plan de travail auquel, donc, comme l'a dit Joanne, on consacrerait à peu près un tiers du temps à la préparation du grand oral. Alors, pourquoi un tel calendrier? L'idée reste la même. Je pense que c'est une façon de mobiliser les élèves. Des élèves qui ont quand même un petit peu le sentiment, une fois les épreuves de spécialité derrière eux, que l'année est quasiment finie. J'en veux pour preuve, par exemple, les témoignages de collègues de philosophie sur certains forums qui nous expliquent que les élèves vont les voir et leur disent qu'ils ont fait leurs calculs, qu'ils ont bien réfléchi aux coefficients et qu'en fait, l'épreuve de philosophie n'a pas besoin d'être préparée parce que peu importe la note qu'ils obtiendront, ils auront une mention. Donc, je pense qu'il faut tenir compte un petit peu de cet état d'esprit quand on leur présente le déroulement du reste de l'année. Et donc, le fait de leur proposer une organisation un peu spécifique, c'est aussi une façon de leur montrer qu'on peut se préparer au grand oral de façon efficace et utile, et que c'est aussi une façon d'apprendre à s'organiser par rapport aux exigences du post-bac, comme vous le disait Joanne tout à l'heure. Donc, vous l'aurez compris, notre leitmotiv, c'est un petit peu autonomie, travail de recherche, travail en équipe. Voilà. En sachant, ça c'est un problème qu'on a évoqué et dont on pourra reparler tout à l'heure au moment des questions, que certains élèves n'auront rien préparé alors que d'autres seront quasiment déjà prêts. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intégré dans le calendrier, dans la préparation de l'oral. Les élèves qui sont plus ou moins prêts vont tout de même avoir besoin de vérifier la qualité de leur travail et pourront aussi faire bénéficier leurs camarades des choses qu'ils auront déjà mises en place. Voilà. Marie, tu as changé de page. Je suis navrée, je suis allée trop vite, Catherine. J'ai spoilé la suite. On peut faire un petit retour en arrière. Tout à fait. Il va être rapide. Je m'en occupe. Voilà, ça m'a un peu perturbée. Alors, je reviens juste très rapidement sur les différentes étapes qu'on vous propose, qui sont des pistes de travail. Donc, le point de départ, ce serait une réflexion autour du projet d'études. Et d'ailleurs, vous pourrez utiliser éventuellement dans le manuel de LLCER anglais les pages 298 à 302 qui proposent des exemples de liens à faire entre le projet d'études et le grand oral. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, cette première étape est censée aboutir à l'élaboration d'une question provisoire. Alors, on en a également pas mal parlé avec Joanne. On pourra éventuellement échanger avec vous à ce sujet-là. Question provisoire parce qu'en réalité, c'est quand même assez difficile dès le départ de formuler de façon exacte son idée et la démarche qu'on souhaite entreprendre. Donc, l'idée, c'est que la deuxième étape, c'est l'étape des recherches, alors recherche de sources, par exemple, l'exploitation des documents, etc. Et au terme de cette deuxième étape, les élèves aboutiraient à la reformulation de leurs questions et à ce moment-là, à la réalisation d'un plan détaillé. Et donc,
Tout ceci pour aboutir à la dernière étape qui est celle des entraînements. Et on peut changer de page. Alors, la problématique de cette fin d'année, c'est un petit peu aussi d'essayer de dynamiser les cours, de proposer des choses nouvelles aux élèves. On va vous donner quelques pistes. Ce ne sont pas forcément des solutions parfaites qu'on vous propose, mais l'idée, c'était de solliciter une forme de réflexion autour de tout ça. Donc, travailler en groupe, organiser la classe autrement, c'est une première façon de gérer les troupes pendant ces dernières semaines. Voilà, donc Joanne et moi, on s'est posé la question du choix de ces combinaisons, comment répartir les groupes, quels critères adopter pour ce faire. On s'est demandé aussi pourquoi travailler en groupe. Alors, si les élèves jouent le jeu, mais en général, ils aiment plutôt bien travailler en équipe, le fait de les organiser en groupe peut faciliter la prise de parole et une meilleure écoute aussi des uns et des autres. Ça peut être une façon aussi pour les élèves de s'entraider et ça peut créer, donc, comme je le disais, une nouvelle dynamique à l'intérieur de la classe. Comment composer ces groupes? Alors, vous avez plusieurs solutions voilà, en fonction de vos classes et de ce que vous souhaitez réaliser avec vos élèves. La première idée serait peut-être d'organiser les élèves, de regrouper les élèves par nature de projet. Pourquoi? Parce que ça correspond au moment où on va les faire travailler sur les sources et sur la recherche de documents. Ça peut être intéressant pour eux de mettre en commun ce qu'ils ont trouvé, leurs réflexions, les exemples qu'ils pensent utiliser. C'est une façon pour eux de se donner des idées. Dans un deuxième temps, et je pense là plutôt au moment des entraînements, l'idée serait de créer des groupes plus hétérogènes, plus mixtes, avec par exemple des niveaux différents, des niveaux de compétences en anglais différents, pour mettre en place une forme de complémentarité. Ça peut être aussi le fait de travailler aussi à l'intérieur de groupes hétérogènes avec des élèves qui ont des projets de grand oral différents. Ça peut être un moyen assez efficace de leur faire vérifier eux-mêmes, entre eux, en s'écoutant, que leur propos est clair, bien organisé et que donc que les informations qu'ils communiquent parviennent de façon efficace aux autres élèves. Voilà. On a pensé à un autre bénéfice par rapport à l'organisation en groupe, qui est celui d'une mise en confiance progressive des élèves. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas présenter son grand oral ou de ne pas s'entraîner devant la classe entière est quand même un petit peu moins impressionnant. Et ça peut être une façon de gérer aussi les questions de stress qu'on évoquera ultérieurement. Voilà. Ah oui, à ce sujet, pardon Marie. Vas-y, je t'en prie. À ce sujet, il y a un petit encart dans le manuel LLCER anglais, page 296, qui s'intéresse plus précisément à la gestion du stress dans le cadre de la préparation de cet oral. Tout à fait. Merci beaucoup Catherine pour cette partie. Alors Joanne, je m'adresse à nouveau à vous pour rentrer un petit peu plus précisément dans l'accompagnement des élèves dans leur préparation. J'en profite aussi pour vous dire que là, je vous ai mis dans la présentation une référence aux pages des deux manuels Shine Bright LLCER, AMC et anglais qui sont plus particulièrement dévolus au grand oral, à la préparation du grand oral, et également le site grandoralbacnatan.fr sur lequel vous retrouvez pas mal de ressources en accès libre pour préparer les élèves au grand oral. Donc, Joanne, je vous laisse la parole pour cette préparation. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces éclairages. Ce qu'on peut dire, c'est que la préparation au grand oral, ça se fera en deux temps. Dans un premier temps, il y a la préparation des contenus. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on va proposer aux élèves pendant le troisième trimestre. Et il y a l'entraînement à la aux différentes prises de parole qui sont en lien avec cette épreuve. Dans un premier temps, il faut que, en tout cas, c'est ce qu'on pense, il faut dans un premier temps faire le lien entre le projet des élèves, leur projet personnel d'orientation, d'études professionnelles, et le thème choisi. Vu qu'on est sur une épreuve qui va valoriser la personnalisation des contenus, il faut partir de ça. Donc l'approche qu'on peut vous conseiller avec Catherine, c'est dans un premier temps que les élèves soient capables de faire le point sur ce qu'ils savent faire,
ce qu'ils veulent faire et là où ils veulent aller après le lycée. Donc, par exemple, s'ils ont un projet spécifique, je sais pas, par exemple, du droit, il y a beaucoup d'élèves qui font du droit après le lycée. Bah, par exemple, on va développer quel type de compétences? Alors, par exemple, des compétences argumentatives, des compétences pour convaincre, où là, on va demander aux élèves d'être capables de mettre en valeur leur capacité à faire valoir des arguments. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils doivent être capables de voir eux-mêmes, et puis s'ils n'y arrivent pas, évidemment, on est là pour les aider. Autre exemple concret, par exemple, un élève qui veut faire du commerce. Là, on est aussi dans la conviction, on est dans des compétences interactives pour lesquelles ils ont soit des appétences, soit déjà des facilités. Mais le but, c'est aussi de mettre en avant leurs points forts. Et pour ça, bah, rien de mieux que les axes du programme pour leur aider, pour les aider à consolider ces compétences avec des contenus très concrets et qui sont culturellement intéressants. Donc, il faut qu'ils soient capables de faire le pont, le lien entre les axes du programme et ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est là qu'on est vraiment dans le cadrage institutionnel de leur travail personnalisé. Ensuite, bah, il faut aussi, une fois que les élèves ont réussi à un petit peu délimiter leur choix de thème, c'est les aider à prendre du recul sur ce sujet choisi. Parce que les séquences, notamment celles qu'on fait dans le manuel, elles se déclinent sur 4 ou 6 pages de documents, c'est assez riche, il y a tous les formats, il y a tous les types d'auteurs. Donc évidemment, sur une présentation en continu de 5 minutes, même si derrière c'est suivi par 15 minutes d'interaction, bah, les élèves ne peuvent pas tout restituer. Et les séquences vont parfois avoir une grande tendance à la transversalité, c'est-à-dire qu'une séquence va parler peut-être de sciences politiques, d'histoire et d'urbanisme, par exemple. Donc ça, c'est des sous-thèmes, c'est des sous-thématiques qui vont plus ou moins plaire aux élèves. Et le but, c'est vraiment de créer un effet entonnoir, quoi. C'est-à-dire, ils partent de la séquence, ils délimitent ce qui leur plaît le plus dedans, et ce sera l'objet de leur réflexion personnelle. Donc, prendre un petit peu de hauteur pour pas qu'ils soient que dans la restitution de cours, mais qu'ils arrivent vraiment à s'approprier ces contenus. Donc, pour la mise en œuvre, on va d'abord, on peut préconiser de former des groupes d'échange sur les thèmes choisis. Alors, ça peut être des groupes, des îlots d'affinité pour commencer, parce que bah, c'est très hétérogène, hein. On a des élèves qui vont avoir des appétences scientifiques, d'autres plutôt juridiques ou artistiques. Mais le fait qu'ils soient entre copains ou entre amis, et à la fin de l'année, en plus, c'est un peu rigolo parce que vu qu'ils préparent une épreuve qui est à moitié en français en cours d'anglais, il y a ce côté c'est exotique, on n'a pas l'habitude. Donc ça leur donne, ça peut être un peu, c'est fun pour eux. Et du coup, bah, ils peuvent se sentir en confiance, ils peuvent échanger sur leur projet, ils n'ont pas peur du jugement, quoi, s'ils sont entre amis. Et bah, ils peuvent aussi commenter sur la cohérence de tel ou tel projet par rapport à tel ou tel thème choisi. Donc ça, c'est par rapport au choix du thème. Dans le manuel de LLCER monde contemporain et LLCER anglais, on a un choix assez important de séquences, en tout cas chez Shine Bright. Et par exemple, pour vous donner une idée, un élève qui va avoir des appétences pour les sciences politiques, il a au moins 6 ou 7 séquences dans lesquelles ce domaine d'étude va apparaître à un moment donné ou à un autre, sur au moins 2 ou 3 documents. Même si ce n'est pas des séquences qui sont uniquement orientées Sciences Po, ça fait partie des thèmes déclinés. Et en LCER anglais, bah, par exemple, on a un élève qui veut faire des études d'art ou en lien avec la création, et bah, on a au moins 4 séquences qui sont en lien avec ça. Après, c'est un guidage, mais les élèves peuvent trouver peut-être des documents qui ne sont pas forcément dans ce qu'on vous dit et qui sont en lien avec leur projet. Voilà. Mais là, ça permet aussi un cadrage, c'est-à-dire que bah, les élèves voient que ce qu'ils ont fait, c'est pas complètement déconnecté de la réalité, c'est concret. Donc ça, c'est des références qu'on peut leur donner et dans lesquelles ils peuvent se retrouver assez facilement.
Ensuite, une fois que l'élève a choisi son thème, bah, il va falloir l'aider à encadrer ses recherches personnelles. Donc, la priorité pour nous, enseignants, c'est d'être sûr qu'ils font des recherches propres, entre guillemets, c'est-à-dire qui partent sur une méthodologie assez basique, mais qui va leur permettre d'avoir des sources fiables, anglophones. Et attention, on parle bien de référence, parce que ce n'est pas l'épreuve de spécialité, ils ne vont pas présenter un dossier. Mais s'ils connaissent quelques auteurs ou qu'ils ont quelques citations en tête, ça peut être une bonne idée. En parlant de citations aussi, juste petite parenthèse, c'est par exemple exactement le genre de support, le genre de choses que les élèves peuvent mettre dans leur support. Par exemple, des citations comme ça, ils n'ont pas besoin de les inclure dans leur discours, le jury peut les avoir sous les yeux. Mais voilà, trouver des références, des citations, des arguments, des points de vue qui vont être antithétiques ou alors qui vont se compléter. Pour tout ça, on a plusieurs types d'outils, donc on peut passer par le manuel. Si vous allez sur chaque séquence, à la fin, vous avez la séquence Build Your Portfolio qui va faire référence directement à la préparation de l'épreuve de spécialité, mais pour référencer des sources variées et diverses, c'est aussi utile parce que les élèves peuvent avoir, c'est aussi une très bonne chose que le thème choisi pour la question du grand oral ne soit pas le thème choisi pour l'épreuve de spécialité. Il n'y a pas de contre-indication, au contraire, ça varie un peu les plaisirs. Et les élèves peuvent partir de là parce que c'est plein de formats différents et c'est toujours des sources sûres, cadrées. C'est-à-dire, on sait que l'auteur est anglophone, on sait que la plateforme n'est pas biaisée, ou au contraire, il va y avoir derrière un guidage pour que les élèves comprennent que là, on est sur un point de vue, donc il faut avoir un regard critique sur le document. Voilà. Donc, quand on est sur les sources variées et que les élèves veulent sortir du cadre du manuel, ce qui est tout à fait possible, il faut leur dire aussi de faire attention à ne pas passer par à éviter tant que possible un usage excessif des IA génératrices de contenu. Alors, si vous, en tant que professeur, vous êtes un peu technophile et que vous arrivez à prendre du recul sur ce type d'application et à montrer aux élèves comment ça fonctionne, éventuellement pour leur donner les billes et faire attention à ne pas se faire avoir, c'est une bonne chose. Mais on peut aussi ne pas avoir d'appétence pour ce type d'outils et être totalement incompétent pour leur faire un travail d'approche critique sur ChatGPT. Donc, faire attention à ça et comme disait tout à l'heure Catherine, un élève qui va préparer sa présentation sur une IA génératrice de contenu, il va peut-être faire illusion pendant les 5 minutes de présentation en continu. Et après, dès que viendront les questions du jury, il pourra être mis en difficulté et ça va révéler des lacunes dans sa préparation. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. L'utilisation du CDI aussi est très importante. Pas hésiter à faire intervenir le professeur documentaliste dans toute la méthodologie des recherches. Et aussi quelque chose d'important, l'utilisation du dictionnaire. Ça, c'est important. Alors, je ne sais pas si c'est sur la diapo d'après. Je suis peut-être un peu décalé. Ah oui, du coup, je le dirai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on a des outils numériques qui sont apportés, qui permettent d'avoir des sources distinctes pour les élèves. Donc ça, c'est quand même intéressant. La façon dont le professeur va avoir un regard sur ça, c'est surtout quand les élèves vont travailler sur la formulation du plan et de la question. Donc, ça, ce sera la partie juste après. Je me permets de faire un léger retour en arrière. Donc, les pistes d'activité qu'on peut leur proposer, donc c'est des séances de travail au CDI. Les amener à élaborer des synthèses qui peuvent présenter devant la classe, soit seul face au groupe, mais ça peut générer du stress, ou travailler en petits groupes comme on a fait tout à l'heure. Éventuellement, sur là, des groupes qui sont des groupes qui sont liés par choix thématique. Le recours au dictionnaire, c'est important parce que comme on disait tout à l'heure avec Catherine, on est là pour préparer des postures étudiantes. Et le dictionnaire, ça peut être un outil qui va leur être utile, surtout s'ils continuent à faire des études en lien avec les langues vivantes. Parce que
mine de rien, on a beaucoup d'élèves qui, à 17 ans, ne maîtrisent pas l'ordre alphabétique et ne connaissent pas du tout l'usage des dictionnaires papier. Et dans leur vie étudiante, ça pourra avoir une utilité s'ils continuent à faire des langues vivantes. Voilà. Cette notion de dictionnaire, donc, ça peut avoir un effet de nouveauté pour eux, et il ne faut pas que ça nous surprenne si jamais ils sont en difficulté par rapport à ça. Il faut qu'on leur apporte les clés de base pour qu'ils sachent s'en servir. Voilà, le travail sur le plan et la formulation de la question, c'est une fois de plus, c'est quelque chose qu'on redit. Il faut que ça soit une question qui intéresse l'élève et surtout qu'il soit ni trop spécifique ni trop global, parce qu'on a dans le jury une personne qui n'est pas spécialiste, donc il ne faut pas que ça soit des contenus trop techniques. Il ne faut pas non plus que ce soit des contenus trop globaux ou trop larges, parce que sinon, on n'est pas dans de la vulgarisation de contenu, on est plutôt dans l'étalage des connaissances. Il faut qu'elle soit problématisée, cette question, et comme cette question va être posée en français, il faut aussi qu'on fasse un travail de vérification que linguistiquement, cette question, elle est bien posée. Et que derrière, tout ce qui suit, le plan, fait effectivement écho aux mots-clés de la question, et que la question soit, qu'il y ait une tentative de réponse, en tout cas dans le plan qui est derrière. La grosse spécificité de cette problématique, c'est que c'est une problématique qui va mettre en lien des contenus académiques avec des projets de vie professionnelle sur des projections. Donc ça, c'est un petit peu, c'est très spécifique. Il faut que la question, dans la mesure du possible, fasse transparaître le projet personnel de l'élève et ses appétences par rapport au contenu culturel. Et que ce soit une réflexion qui pose les bases d'un questionnement assez spécifique. Le plan, comme on vous le met dans le PowerPoint, c'est vraiment au bon vouloir de l'élève. Ça peut être un plan type thèse, antithèse, synthèse. Ça peut être des découlements de thématiques avec ouverture sur des choses plus transversales. Ça peut être diachronique. C'est vraiment comme l'élève l'entend. Là, on va vraiment insister sur le fait que c'est leur méthodologie à eux qui prime, parce que ils sont là pour s'exprimer eux et pas dire ce que le prof a validé, justement. La question du choix de la langue est aussi très importante. Alors, Catherine reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, mais elle est importante dans le sens où les élèves vont devoir travailler sur une question qui n'est pas qui ressemble pas du tout à ce qu'on problématise avec eux en classe, parce qu'on fait des problématiques en anglais. Donc ça, c'est un point de vigilance sur lequel il faut qu'il s'arrête un petit peu. Dans le manuel, là en l'occurrence, on vous a mis des références pour le manuel de LLCER Monde Contemporain. Vous avez des pages 317 à 320, des exemples types de questions posées qui vont pouvoir mettre en lumière à la fois les intérêts de l'élève et des spécificités culturelles très particulières. Voilà pour ce qui est de l'encadrement de la collecte des contenus et de la recherche personnelle. Voilà. Les activités qu'on va proposer sont une fois plus des activités en îlot. Donc là, une fois que le choix est fait de la thématique, on peut demander à ce que les élèves se mettent en groupe par rapport à des îlots qu'ils aient des intérêts communs. Et ils peuvent s'évaluer entre eux sur la cohérence grammaticale de la question, c'est-à-dire que comme ils sont dans leur coin pour créer leur petite question, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent, ça ne fonctionne pas d'un point de vue grammatical, ou que même des fois les questions ne sont pas des questions, sont des affirmations avec des points d'interrogation à la fin. Si le plan est logique, et éventuellement avoir un regard critique sur la façon dont les élèves vont amener leur projet personnel éventuellement peut-être dans la conclusion de leur présentation. Mélanger des thématiques dans les îlots, ça peut être aussi intéressant, étant donné qu'on a une personne dans le jury qui ne sera pas spécialiste et qui va avoir une approche une approche de découverte par rapport à ce que l'élève va dire. Donc, si on a des élèves qui sont, par exemple, scientifiques et qui vont proposer une question à des élèves qui, eux, sont plutôt dans une démarche artistique, c'est bien, parce que ça permet
ça permet d'être entendu par des gens qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt que nous et de voir si ce qu'on dit est clair et que c'est des contenus bien vulgarisés. Il faut absolument aussi, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense avec Catherine, qu'il y ait un échange avec l'enseignant pour que la question soit validée et que le plan soit on va dire, soit mise à l'épreuve de la logique de l'enseignant qui, lui, connaît les attentes du jury. Voilà. Ceci dit, ça ne veut pas forcément dire passage devant la classe qui pourrait éventuellement braquer les élèves. Ça, c'est vraiment en fonction des groupes que vous avez et des capacités que vous leur connaissez. Voilà. Super. Merci beaucoup, Joanne. On va passer à la dernière partie. Donc, on a un peu débordé, mais j'espère que tout ce qu'on vous raconte vous intéresse. La dernière partie, donc, c'est comment on les entraîne à cette prise de parole. Donc là aussi, je vous ai remis les références des pages dans les manuels et le site Nathan. Et donc là, je vais laisser Catherine vous expliquer un petit peu comment on a réfléchi sur ce sujet. Je vais essayer d'être très efficace. Alors, le fait de s'entraîner, on en est à l'entraînement à la prise de parole. Alors, une idée pour initier cet entraînement pourrait être de montrer aux élèves et de leur faire commenter la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc la prestation, la simulation d'un grand oral par l'élève d'une de nos collègues chez Nathan. Donc Linda qui vous regarde, hein, d'ailleurs. Voilà. Excellente vidéo, très utile. Merci Linda. Donc, cette vidéo est intéressante à faire commenter aux élèves pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la question du choix de la langue. Il semble assez évident qu'en tant qu'enseignant en anglais, on encourage nos élèves à présenter une partie de leur grand oral en anglais. C'est le cas dans cet exemple. Et c'est aussi une façon je pense, de les mettre à l'aise, puisque c'est quelque chose qui se fait dans la continuité des cours. Ça leur permet de mobiliser un vocabulaire qu'ils ont utilisé toute l'année et des sources avec lesquelles ils sont à l'aise. Alors, dans l'exemple qui vous est proposé, et c'est un petit peu ce qu'on vous dit dans le PowerPoint, l'introduction est faite en français, ce qui semble logique, puisque l'un des enseignants n'étant pas spécialiste, le fait de présenter l'idée générale et la problématique en français permettra aux deux membres du jury de bien comprendre les enjeux de l'oral. Et l'élève de Linda fait également sa conclusion en français, ce qui permet là aussi un petit récapitulatif clair pour tout le monde. Voilà. Dans le cas de figure où l'élève opterait, ce qui est possible, pour une présentation dans son intégralité en français, il serait bon de lui rappeler que l'idée, c'est quand même de faire figurer les citations en anglais et éventuellement d'inscrire ces citations sur le support, comme on vous l'a déjà suggéré. Voilà. Alors, reste le problème du passage du français à l'anglais. Je pense notamment aux questions d'intonation qui ne sont pas les mêmes dans les deux langues. L'élève de Linda réussit à passer du français à l'anglais avec une fluidité, une efficacité assez impressionnante. Ça peut être intéressant de montrer aux élèves parce qu'on voit bien la différence dans l'accentuation des fins de phrases, par exemple, le fait qu'elle ménage des pauses. Et voilà. Alors, un autre point qui est intéressant dans cette vidéo, qui va me permettre de ménager une transition avec la page suivante, c'est le fait que Whitney hésite à une ou deux reprises. Bon, elle maîtrise parfaitement son sujet, mais c'est vrai que ça reste un exercice impressionnant. Et elle a quelques petites hésitations, elle cherche ses mots. Là, ça va être intéressant de montrer aux élèves que l'un des deux membres de ce jury de simulation intervient pour lui suggérer un thème ou la relancer. Et je pense que c'est bien d'insister avec les élèves sur le fait que l'idée, c'est pour le jury de faire preuve tout de même de bienveillance et d'accompagner les élèves dans la présentation de leur sujet. Donc, je trouve que c'est de ce point de vue-là, du point de vue de la gestion du stress, c'est un exemple intéressant à leur présenter. Voilà, alors maintenant, pour en revenir aux autres points concernant l'interaction avec le jury, là aussi, je pense que dès le retour des élèves après les épreuves de baccalauréat, il est important d'insister sur le fait que l'interaction de 15 minutes avec le jury se prépare elle aussi. Il y a des choses qu'il est possible d'anticiper, des choses qu'il est possible d'orienter, et que donc on continue à venir en cours. Alors, par exemple, dans la mesure où l'intervention en continu des élèves ne dure que 5 minutes, il est évident, et ça tous les élèves le comprendront, qu'il y aura des points à développer,
il y a des choses auxquelles ils se contenteront de faire allusion. Je pense par exemple à une de mes élèves que je n'ai pas en spécialité, mais que j'ai en tronc commun, qui est passée sur un sujet sur les droits des femmes et qui a fait allusion au puritanisme dans son introduction et qui était tout étonnée que le professeur qui l'interrogeait lui demande un petit peu l'historique du puritanisme, enfin, les implications, etc. Et donc voilà, c'est un exemple à donner aux élèves quand on fait référence à, je sais pas, un aspect historique, un mouvement littéraire ou ce genre de choses. L'idée est de pouvoir expliquer, préciser, donner des exemples. Ça, ce sont des choses sur lesquelles ils peuvent travailler dans le cadre de leur groupe de travail. Voilà. Du coup, j'ai déjà parlé de l'idée du jury bienveillant. Et voilà, avec Joanne, on s'est aussi fait la réflexion suivante, dans la mesure où les élèves ont navigué d'une langue à l'autre, au moment de la présentation aussi bien que des questions. Il est important pour eux aussi de bien travailler sur le point du lexique, et éventuellement de se constituer des fiches de vocabulaire en français pour compléter ce qu'ils auront déjà acquis au cours de l'année en anglais. Et on peut passer à la question de l'orientation, qui est une autre source de stress pour les élèves. Ça, vous le savez tous, Parcoursup, le choix des vœux, l'obtention ou pas des vœux, c'est quelque chose qui est très anxiogène pour nos élèves tout au long de l'année. Et le grand oral, en quelque sorte, les amène à se replonger un petit peu dans ces questions-là. Je pense qu'il faut les aider à désacraliser cette étape du grand oral, en leur faisant comprendre que l'idée, c'est pas à tout prix de chercher un lien impeccable entre ce dont ils ont envie de parler et ce qu'au final ils feront l'année prochaine, mais plutôt leur montrer que l'idée c'est de présenter leur démarche, ce qu'ils souhaitent, ce qui les intéresse, et donc cette présentation, enfin ces réponses aux questions que leur poseront le jury, ne doit pas prendre la forme d'un compte rendu d'experts ou d'explication d'un parcours tout tracé. Je pense qu'il est important de dire aux élèves qu'ils ont le droit d'être francs et d'expliquer par exemple qu'au final, ils ont fait un grand oral qui est fondé sur une question qui leur tient à cœur et qui est reposée aussi sur un projet d'orientation qui ne va pas forcément se concrétiser exactement de la façon dont ils le pensaient. Alors, je vais passer à la page suivante. Alors, pour s'entraîner à tout ceci, attendez, excusez-moi, je crois que je… Ah oui, voilà, alors pour s'entraîner à la présentation du projet d'orientation, je suis désolée, en fait, j'ai pas fini la page précédente. Marie, sorry. Yeah. Ok, alors vas-y, c'est bon. Voilà, alors je vais rentrer un petit peu plus dans le contenu de cet échange concernant l'orientation. Les élèves seront amenés à expliquer leurs démarches, les démarches qui les ont menés à faire un choix d'orientation. Donc, on peut par exemple leur expliquer qu'ils peuvent faire référence aux portes ouvertes qu'ils ont faites, aux échanges qu'ils ont eus avec leurs enseignants, au forum des métiers auxquels ils ont assisté. Voilà. Donc, l'idée est de leur faire bien comprendre et de leur faire bien comprendre qu'ils doivent être capables de présenter tout ceci de façon claire. Et enfin, de justifier leur choix, pas uniquement par rapport à un parcours scolaire, mais aussi par rapport à un parcours extrascolaire. Ils pourront par exemple faire référence aux stages qu'ils ont effectués, à leurs expériences à l'étranger, et ce genre de choses. Et voilà, on en arrive à la dernière page qui concerne des pistes d'activités qu'on va vous proposer pour entraîner les élèves de façon concrète à cette prise de parole. Alors l'idée, ça serait d'utiliser comme point de départ la grille d'évaluation officielle et de faire réfléchir les élèves à cette grille d'évaluation. On peut éventuellement amener les élèves à réaliser leur propre grille d'auto-évaluation. Et on s'est fondé sur ces critères d'évaluation pour vous proposer des pistes d'activités. Alors, je vais commencer par le premier critère qui est celui de la qualité de l'oral. Alors, un des éléments qui est évalué, c'est par exemple le débit de parole. Là, on pourra tout simplement, mais c'est quelque chose que vous faites déjà, proposer aux élèves de s'enregistrer et de se chronométrer pour vérifier que leur débit est clair et adapté. Un autre critère d'évaluation se présente sous la forme de variations et nuances du discours. Là, ça peut être intéressant de faire travailler les élèves ensemble et de demander aux élèves qui écoutent leurs camarades
de prendre des notes et de faire part de leur réaction par rapport à la façon dont l'élève s'exprime. Je pense qu'il peut être aussi intéressant de faire comprendre aux élèves qu'il est important de bien observer leurs camarades lorsqu'ils présentent leurs idées et d'essayer de s'adapter aux réactions des 10 camarades. Et c'est de cette façon-là qu'ils réussiront à apporter un petit peu de nuance et de variation dans la façon de s'exprimer. Alors, le deuxième critère, c'est celui de la qualité de la prise de parole. Là, on pense par exemple à la clarté de l'élocution. Un exercice qu'il est possible de faire avec les élèves lorsqu'ils s'entraînent en groupe, c'est de demander aux élèves qui écoutent leurs camarades de prendre des notes et ensuite de restituer à leurs camarades ce qu'ils ont compris de son exposé, ce qui peut être une façon assez efficace de vérifier que le propos a été bien reçu et compris. Voilà, un autre critère est celui de la qualité des connaissances. Là, un exercice assez simple et évident consiste à faire poser des questions par les camarades à l'élève qui vient d'intervenir. C'est aussi un entraînement à l'interaction. Ces questions, ces exemples de questions qui sont donc fournis par les autres élèves peuvent faire l'objet de prise de notes et de réalisation de fiches par l'élève qui s'entraîne, des fiches qui lui serviront de révision pour se préparer à son vrai oral. Un autre critère est celui de l'interaction. Pour préparer cette interaction, et c'est ce que je disais au début de la présentation de cette étape, l'élève peut être amené à hésiter, à chercher ses mots, à se reformuler. Donc là, il peut être intéressant de faire fabriquer aux élèves des fiches de vocabulaire et d'expressions utiles pour savoir comment réagir dans ce type de cas de figure. Dernier critère, enfin, j'avais dit que je serais efficace, c'est bientôt fini. Dernier critère, c'est celui de l'argumentation. Et là, il peut être intéressant de faire réfléchir aux élèves aux endroits où il serait judicieux de faire des pauses, de se répéter et d'utiliser des connecteurs logiques, par exemple, pour bien faire ressortir la logique de leur démarche et de leur réflexion. Voilà, merci d'être resté avec nous aussi longtemps. Merci, mais merci à vous deux. Merci pour toute cette présentation. Je vais du coup vous poser quelques questions suite qui ont été envoyées là via l'outil de chat. Pour certaines, je vais répondre moi-même et pour d'autres, je vais vous interroger. Alors, je vais voir ce qui est marqué dans mon onglet questions. J'arrive, hein, parce qu'il faut que je lise. Ah oui. Alors oui, il y a la question des supports. Bonjour, les élèves posent souvent la question du support. Avez-vous d'autres exemples, outre celui présenté ici, à savoir une frise chronologique, de supports pertinents qu'un élève serait susceptible de proposer? Alors, il y a deux. Je vous passerai la parole après, juste pour répondre sur ce qui est déjà ce qui existe. Vous avez dans ShineBright anglais AMC que je vous projette là à l'écran. Les 3 questions traitées dont on vous parlait tout à l'heure, et pour chaque question traitée, vous avez un exemple de support. Donc ça, c'est la première chose pour répondre à cette question. Et par ailleurs, oui, Joanne ou Catherine, est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur les conseils qu'on peut donner aux élèves sur que mettre sur ce support? Catherine, tu peux commencer? Oui, je vais un petit peu me répéter, mais ce qu'on a proposé dans le cadre de notre exposé, c'est par exemple un plan détaillé qui permet aux membres du jury de suivre avec davantage de facilité la logique du développement de l'élève. Ça peut être aussi de faire figurer les références des sources qui sont utilisées, que ce soit le titre d'un film ou d'un ouvrage ou d'autres documents de ce type-là. Éventuellement de retranscrire des citations dans leur intégralité, des citations que l'élève n'aura pas forcément le temps de délivrer entièrement aux membres du jury. Ça peut être un petit schéma. Il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est celui du choix d'un sujet qui prend en compte les 2 matières de spécialité. Donc là, on peut aussi envisager des choses de type schéma. Voilà. Joanne, tu penses à autre chose? Écoute, ce que tu as dit, c'est très pertinent. Ça va aussi dépendre, par exemple, si la question est transversale, que par exemple, ils font
ils font une matière scientifique dans laquelle ils incorporent l'aspect anglais. Bah, oui, on peut avoir des schémas comme ça qui vont avoir une portée un peu de vulgarisation scientifique. Il faut surtout pas oublier que ce support, il est à destination du jury, pardon. Donc, si par exemple l'élève a tendance à se dire qu'il va simplement reproduire une carte mentale, bah, il faut pas oublier que la personne qui va lire ce support n'a pas étudié les mêmes sujets que l'élève. Et le but, c'est vraiment que bah, ça soit quelque chose qui va servir sa prestation, de délivrer des contenus nouveaux pour des gens qui soit les connaissent pas ou soit vont être intéressés par le raisonnement de l'élève. Donc, c'est important que les élèves gardent ça en tête. Ce support, il n'est pas pour eux. Il faut qu'il soit le plus ouvert possible pour des gens qui connaissent pas le sujet, que eux étudient depuis plusieurs mois. Ce qui est pas évident en fait, parce que quand on est dedans depuis le mois de février, mars, avril, et qu'au troisième trimestre on a bûché comme un étudiant pour développer ce sujet, bah, trouver une façon simple de schématiser sa pensée pour des gens qui connaissent pas ce qu'il y a dans notre tête, c'est pas évident. Il faut les accompagner là-dessus si les élèves veulent vraiment faire un support qui va illustrer leur travail. Et je pense à un dernier point par rapport à ce qu'on disait quant à la préparation de l'interaction. Le fait, par exemple, de faire figurer une citation et de simplement faire allusion à cette citation au moment des 5 minutes d'exposé, ça peut être aussi une façon de guider, d'orienter le jury vers une question relative à la citation qui figurera sur le support. Donc, c'est aussi une façon d'anticiper les questions. Le support peut servir d'outil stratégique. Oui, et je pense qu'il faut aussi rappeler que, parce que je comprends que ça puisse interroger les élèves, mais que le support n'est pas évalué. Donc, c'est aussi finalement un outil d'aide pour eux par rapport au jury pour transmettre des informations, mais qu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation dans la note. Alors, il n'est pas évalué, mais il y a quand même un petit caractère un peu subjectif. C'est-à-dire un Oui, support bien sûr. clair, bien Ouais, ouais. présenté, etc. Ça peut influencer favorablement le jury, parce que ça peut souligner le sérieux de l'élève et montrer la qualité de la préparation en amont. Ok, bah merci pour vos réponses. Alors, prochain sujet, j'ai quoi? Est-ce qu'on aura accès au PowerPoint? Alors, oui, on vous donnera l'accès au PowerPoint via le site compagnon de la collection, donc sur le site compagnon de Shine Bright. Il sera mis en ligne dans les jours prochains. Prochaine question. Alors, vu que des axes ont été enlevés du programme, les élèves peuvent-ils quand même choisir ces thématiques pour le grand oral? C'est une bonne question. C'est une excellente question et je C'est ne une sais pas si nous excellente avons la question. réponse. Alors ça, je vais vous demander, je vais moi me renseigner auprès de Corinne Escale et on vous fera une réponse par email parce que là, j'avoue que vous me posez une colle. Alors, je trouve difficile artificiel le passage du français à l'anglais. Je l'ai vécu en faisant passer en grand oral l'an dernier pendant une semaine. Avez-vous des idées pour rendre cela plus naturel? Des petits Alors, exercices. Regardez la vidéo. regardez la vidéo, écrire à Linda. Faire travailler, je sais pas, par exemple, faire travailler les élèves sur l'intonation d'une phrase en français et d'une phrase en anglais pour bien leur faire saisir les différences, leur faire des petits exercices justement de passage systématique de l'anglais au français en utilisant pourquoi pas des éléments des phrases de leur exposé pour les entraîner. Voilà. Les sensibiliser aux différences de prononciation, enfin d'intonation. Joanne, j'ai l'impression que tu as envie de dire quelque chose. Bah, je Non. pense que ce serait, ça peut être aussi important pour nous enseignants de leur donner une base de phrases types qui vont faire cette transition, des choses qu'ils apprendront par cœur, par exemple, Mmh. euh, qui soient des choses vraiment standards dans lesquelles ils vont pas se tromper. Enfin, Now I'm going to switch back to French. Ou et maintenant je vais passer à l'anglais. Et quand on fait le repassage de l'anglais au français, c'est pas absurde de leur faire une focale sur les mots de liaison, par exemple. Parce qu'on est en général, ça va arriver sur la conclusion d'une partie et
Et c'est vrai que c'est assez, c'est une vraie technicité mentale pour les élèves. Et ça nous fait aussi penser le fait que l'anglais qui est utilisé dans la partie prise de parole en continu, il ne faut pas oublier que si on a une partie du jury qui n'est pas anglophone, l'élève doit, ce qui est assez paradoxal, mais il doit proposer un anglais qui est compréhensible aussi pour la personne. C'est-à-dire, bah, il s'exprime dans un niveau B2 plus C1, parce que c'est les attentes, mais il doit aussi faire en sorte que ce qu'il dit bah, soit compréhensible, qu'il n'y ait pas on va dire une obsession sur la technicité de ce dont il parle, quoi. Donc ça peut aussi nous faire réfléchir sur quelle partie on va donner en anglais. Ça peut être judicieux de proposer aux élèves de faire ces parties-là sur peut-être des choses qui sont d'ordre peut-être général ou peut-être des points de vue personnels, parce que s'ils vont partir sur des choses trop techniques, il y a le jury non anglophone, enfin, qui sera potentiellement non anglophone, peut être un peu perdu, quoi. Voilà. Donc là, il peut être intéressant d'encourager les élèves à présenter leur exposé en anglais à des élèves qui sont des non spécialistes. Et puis d'indiquer aussi au début de leur présentation dans quelle langue ils vont s'exprimer et sous quelle modalité. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je reviens juste sur la question posée tout à l'heure sur les axes et je remercie les participants. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir échanger avec vous. J'avais oublié effectivement ce point. En fait, les axes ont uniquement été retirés pour les épreuves de mars parce que l'objectif c'était de réduire la quantité de contenu évalué à l'écrit. Mais il est tout à fait possible de les traiter dans le cadre du grand oral et c'est d'autant plus intéressant vu que vous avez un trimestre, comme on le disait tout à l'heure, pour aussi traiter de nouvelles séquences et donc explorer de nouveaux axes. Donc voilà, donc merci beaucoup aux deux personnes qui ont répondu à ce sujet. Je pense que là, on va devoir s'arrêter parce qu'on a sérieusement dépassé le temps que je vous avais annoncé. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce premier rendez-vous vous aura intéressé. Donc, vous recevrez le lien pour le replay du webinaire là, dans les jours prochains. Et comme je le disais, du coup, nous mettrons à disposition le support PowerPoint sur les sites compagnons de la collection. Merci à tous et on espère vous voir aussi nombreux au prochain rendez-vous qui sont affichés en ce moment à l'écran. Merci Catherine, merci Joanne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bonne soirée à tous. Merci, au revoir.